Bonjour à tous. Merci d'être avec nous pour ce colloque, qui est un colloque extrêmement important. On l'avait pensé avec Antoine Bioy depuis de longs mois, et puis au fil des jours, il a pris une autre connotation avec l'actualité. Un colloque sur le consentement, donc il est en fait ce colloque piloté par Antoine Bioy avec Hypnosia, par moi avec la CCH, et puis on a des partenaires qui seront présents, qu'on vous présentera au fil de la journée. Et puis merci à tous et à tous nos intervenants et à vous tous qui êtes là. Le consentement, ce mot-là, pour l'approcher, on l'entend avec nos patients, on l'entend avec l'actualité, évidemment. On entend le consentement sous la notion de victime, victime du non-respect du consentement, c'est ce qu'on entend. Et donc j'ai été intéressé par le travail de Maxence Christel, qui est un juge assesseur à la Cour nationale pour les demandeurs d'asile et qui travaille en tant que maître de conférence à l'université de Picardie, justement sur le droit, et il a fait son travail sur le consentement. Donc ce n'était pas du tout une notion médicale, mais cette notion aujourd'hui, elle est utilisée au niveau médical. Donc on a partagé ensemble une discussion il y a quelques jours que vous avez vu sur la vidéo, et moi je dirais qu'aujourd'hui il y a deux notions qui paraissent importantes. La première, c'est que dans l'histoire et de la fondation du mot, la création du mot consentement, en réalité, on l'a appliqué au départ avec deux domaines, celui de la politique et celui de la philosophie. Et les deux appuient sur les mêmes notions, au départ une notion purement individuelle. La seconde notion, elle est beaucoup plus collective. En fait, elle fait appel justement au commun. Et là, c'est intéressant, ça veut dire que dans le mot consentement, il y a la notion de création du lien, puisqu'en fait, ça va être le consentement entre quelqu'un et un groupe. C'est cette notion, bon, aujourd'hui, qui me paraît extrêmement intéressante et probablement qu'on va discuter. Alors, quand on parle de consentement, au départ, on parle donc de politique, on parle de philosophie, comment créer du lien avec le commerce et puis finalement le droit à gérer un peu ce commerce. Et finalement, on va l'appliquer à des notions beaucoup plus humaines et donc on va amener des valeurs et donc on va interroger la morale. Et cette question de morale, Maxence Christel le dit bien, c'est le formalisme juridique qui l'a chassé, cette morale, et c'est le mot consentement qui l'a ramené. Donc aujourd'hui, on est face à une question de valeur, comment les reparler, la notion de bien, la notion de bon. Et ça me fait penser spontanément au travail qu'a souvent répété Julien Betzbez quand on travaille sur la relation sécure, qui va venir réappuyer des valeurs chez nos patients pour leur permettre de retrouver une estime d'eux-mêmes et pour pouvoir recréer du lien. Donc c'est comme ça qu'on voit que le consentement, il est impliqué dans notre travail tous les jours. Nous allons travailler avec chacun d'entre des intervenants aujourd'hui sur le consentement et aussi le non-consentement, les deux notions qui peuvent être utilisées. Et puis, j'évoquerai avec Antoine les choses qui nous viendront à l'esprit et on interpellera nos intervenants régulièrement avec leur position finale par rapport à tout ça. Donc, un temps de réflexion pour chacun des intervenants et un temps d'exercice où ils vont nous faire partager leur expérience. Merci à tous. À toi, Antoine. Merci Pascal. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et je vais juste ajouter quelques mots supplémentaires, bien sûr, renouveler également les remerciements à la fois aux partenaires de ces journées, à la fois aux intervenants, bien sûr, et à vous d'avoir répondu présent, soit en direct, soit en différé, puisque les vidéos de cette journée sont disponibles pour, en tout cas, les intervenants qui auront consenti à ce que cela le soit, mais donc il y aura pour un certain nombre de conférences une suite et une vie après cette journée. Effectivement, cette notion est une notion qui à la fois est importante, elle était curieusement pas encore directement posée en fait dans le champ de l'hypnose. L'idée, comme le disait Pascal, n'était pas de coller à l'actualité, qui à l'époque, on a pensé cette journée, n'était pas celle que l'on a aujourd'hui, mais elle était plutôt précisément d'interroger, comme Pascal vient de le dire, en fait, la question du lien, et puis également dans le cadre d'une pratique qui est la nôtre, dans laquelle la notion d'influence est particulièrement importante et dès lors que cette notion d'influence était là, euh, sans doute qu'un regard éthique particulier doit être présent, pas sur la technique elle-même, mais sur l'usage qu'en est fait de la technique, sur la façon dont le cadre peut être pensé et sur la manière précisément dont les praticiens se positionnent par rapport aux outils qui leur paraissent en conscience utiles et l'approche qui leur paraît en conscience
utile également d'utiliser avec les patients. Et dans nos pratiques, effectivement, quand on pose cette notion de consentement, eh bien, que l'on soit dans un cadre aigu ou bien un cadre chronique, que l'on soit dans un cadre qui amène à intervenir de façon très rapide auprès d'un patient, ou que ce soit dans un cadre pour lequel nous avons plus de temps pour engager précisément ce lien avec les patients, eh bien, la question du consentement, la question de l'acceptation, la question, autrement dit, de comment la relation va pouvoir être tissée, avec quelle valeur elle va être tissée avec le patient, ne se pose pas de la même façon. Et c'est pour ça que l'on a souhaité également, tout au fil de cette journée, proposer des intervenants avec des cadres d'exercice et des contextes variés, de façon à ce que le dialogue qui va s'engager puisse être un dialogue fécond. Le dernier point va être certainement un point, j'allais dire, presque historique, je l'avais déjà cité, mais l'hypnose précisément, à une époque où on ne savait pas trop en quoi elle consistait et on avait l'impression qu'elle revêt d'une pratique particulière, quasi indépendante des praticiens, avait engagé, y compris au niveau du contexte, en fait, des règles particulières, et en particulier Ferenczi, lorsqu'il pratiquait sur Budapest et qu'il parle en fait de sa pratique, indique très clairement que à l'époque, en tout cas, y compris un médecin, ce qu'il était, n'avait pas le droit de pratiquer l'hypnose sans témoin dans la pièce, qui était sans doute un héritage, évidemment, des rapports secrets au roi, fin du XVIIIe, avec cette hypnose, ou plutôt ce magnétisme animal à l'époque, euh, catégorisée comme étant dangereuse pour le social et pour les mœurs. Et donc, il y a eu une sorte de mésentente première, je vais le dire comme ça, portant sur l'hypnose, c'est-à-dire attribuant à l'hypnose des facultés qui déborderaient l'humain et qui seraient présents malgré presque les intervenants, qu'il s'agisse du professionnel ou du patient. Maintenant, on est effectivement sur une pensée autour de la relation qui va être différente, ça va être abordé notamment, me semble-t-il, par nos premières intervenantes, et les choses, voilà, vont être remises à leur juste place. Et bien sûr, cette journée est présente pour pouvoir interroger cette notion de consentement dans le cadre d'un lien, c'est-à-dire porté par des êtres humains qui se rencontrent à un moment donné et pour lesquels la conscience du suivi, en fonction du cadre, du contexte et de la demande, va faire varier la façon dont les choses peuvent être tissées. Pascal, je te laisse peut-être présenter Joël et puis je présenterai Christine par la suite. Alors, Joël, merci et bienvenue dans ce colloque. Joël, nous la connaissons pour les notions de consentement, puisqu'elle les évoque, et c'est par Joël d'ailleurs que je suis arrivé à ces réflexions-là, dans le cas du droit humain. Joël est co-titulaire de la chaire de santé sexuelle et des droits humains à l'UNESCO. Euh, Psychologue, elle est psychothérapeute, hypnothérapeute. Elle enseigne la sexualité il y a longtemps, donc Joël, tu es confronté au quotidien à ces questions du consentement et du non-consentement. Puisque tout à l'heure, je parlais de la position de victime, victime du non-consentement, donc ta place était évidemment était tout à fait justifiée et il fallait que tu sois avec nous aujourd'hui. Donc merci à toi et puis merci à Christine Chalut, Nathalie Morin qui est présente avec toi. Et donc Christine Chalut-Natal-Morin est sage-femme acupunctrice, elle est également docteure en psychologie, elle est chargée d'enseignement et puis elle a également des responsabilités dans les organisations en lien notamment avec sa fonction de sage-femme, mais pas que. Elle est très impliquée également dans le droit des femmes en particulier, et puis notamment l'endométriose également du point de vue de la pathologie, mais pas que. Mais il y a, on parlait de valeurs tout à l'heure, il y a également des valeurs que défend Christine dans ses différentes places occupées par les fonctions qui sont les siennes. Pascal et moi-même sommes vraiment très heureux de débuter cette journée avec vous, et nous vous laissons la parole. Peut-être avec une première question d'ailleurs, hein, celle du consentement, comment vous abordez, ou plutôt comment vous comprenez la question du consentement, ou ce mot consentement dans la pratique de l'hypnose. Alors moi, je voudrais déjà remercier Pascal et Antoine de nous donner la parole en premier parce que finalement, c'est la porte d'entrée de la santé sexuelle au sens large. C'est vraiment un paradigme très fort au niveau du consentement et on sait très bien que tout ce qui s'est passé dernièrement avec le mouvement MeToo et tout le travail qui se fait autour des violences rééclaire la sexualité
du quotidien de monsieur et madame tout le monde. Et en fait, ça c'est très intéressant dans les demandes que nous avons, qui sont des demandes finalement souvent, qui sont pas forcément liées à des violences ou à des agressions sexuelles, mais qui sont imprégnées de quelque chose qui a à voir avec justement cette notion de consentement. Et moi, je proposerais, dans un premier temps, déjà de revoir toute la sémiologie des pathologies sexuelles avec cet éclairage du consentement. Donc, effectivement, quand on reçoit les patients, et bon, je pense que Christine pourra peut-être aussi en dire quelques mots, eh bien, c'est cette notion de l'accord qui est souvent mis en perspective, et en particulier dans les troubles du désir, mais pas seulement, dans beaucoup d'autres pathologies sexuelles. Donc, le consentement, il est central. Alors, il est central, bien sûr, pour la pratique de l'hypnose, ça, on va en parler toute la journée, mais aussi, il fait partie finalement, de la nature même des demandes, en particulier en sexologie. Voilà, Christine, je vais peut-être te passer la parole. Eh bien, merci Joël, merci à Pascal et Antoine pour cette invitation. Alors, nous avons échangé avec Joël hier et on a eu la chance de voir combien nos interventions portaient sur des axes différents et allaient être complémentaires. Moi, j'étais très surprise quand Antoine m'a demandé d'intervenir, de voir que la première idée qui m'est venue en tête, c'est le consentement éclairé du patient. Ça a fusé comme ça et je me suis dit, vraiment, les professions médicales, on a cette question du consentement éclairé qui a une partie qui est très prégnante dans notre partie, et puis qui vient peut-être, qui va inclure aussi le concept d'information du patient, et qui vient, je pense, quelque part modifier la relation patient-praticien. C'est vrai que dans la pratique médicale, cette question éthique, elle référait au fait que le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas. Il y a des articles dans le Code de la santé publique que lorsque le malade est en état d'exprimer sa volonté, il refuse les investigations et le traitement proposé, le médecin doit respecter ce refus. Et puis, en fait, finalement, on peut se demander, je vous passe l'entièreté de l'article, mais finalement, on peut se demander comment les notions de droit à l'information, de transparence, de consentement éclairé sont venues modifier cette relation euh, pour le praticien et pour le patient. Pour le patient, dans une position, il devait trier lui-même les éléments, avoir la capacité à discerner, à remettre, à choisir. Alors qu'avant, cette partie dans la consultation, dans le lien entre le patient et le praticien, pouvait être aussi beaucoup porté par le praticien. Et puis, ça m'a interrogée comment, en fait, finalement, d'avoir bougé les lignes dans la question en introduisant ce consentement éclairé qui finalement, quelque part, est devenu aujourd'hui peut-être plus quelque chose qui tourne autour de la protection du praticien en termes juridiques. Et on le voit d'ailleurs quand ce consentement éclairé, il n'est remis qu'en fin de consultation. Le patient doit le lire tout seul à la maison, doit le signer avec une espèce d'injonction paradoxale de devoir signer un document où en fait on va reprendre au travers de ce document toutes les complications, les risques exposés qui vont être pour lui quantitativement supérieurs aux bénéfices que le praticien lui aura exprimés pendant la consultation. Et finalement, Pascal parlait d'importance de ce consentement dans la relation. Et je pense que ce consentement éclairé, de la façon dont il est utilisé aujourd'hui, est venu entraver cette relation de consentement remis au cœur de la consultation. Dans Alors, dans vos pratiques, à l'une et à l'autre,
comment ces notions-là, pour lesquelles effectivement vous venez de donner des éléments de cadre qui sont importants, lorsque vous recevez les patientes, les patients également pour Joël, mais c'est vrai qu'il y a des papas aussi, ou des futurs papas qui viennent te voir, Christine, quand vous recevez donc les personnes dans le cadre de vos consultations, comment cette notion-là prend corps, si elle doit prendre corps? Est-ce qu'elle est abordée d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'elle fait partie finalement du cadre et elle est exprimée autrement? Est-ce qu'elle apparaît plus tard? Comment les choses s'organisent dans vos pratiques? Alors, dans la pratique, bon, si on parle de la pratique sexologique, évidemment, celle que je connais le mieux, le bilan et l'écoute, évidemment, dans un premier temps, mais aussi l'évaluation de la difficulté pour laquelle le patient demande une aide par l'hypnose ou non, d'ailleurs, ça dépend un peu des patients, mais il y a des patients qui viennent directement avec une demande d'hypnose parce qu'ils savent que j'en fais, ou d'autres pour lesquels simplement c'est moi qui l'annonce. Donc c'est aussi un peu différent dans la façon d'aborder les choses. Mais j'ai toujours, moi, enfin en tout cas, j'ai intégré au fil du temps dans ma pratique ce cadre de la santé sexuelle et des valeurs qui sont intrinsèques à la santé sexuelle. Ces valeurs, elles sont au nombre de 7. C'est la dignité, la sécurité, la satisfaction, le respect, l'égalité, la réciprocité et l'autonomie. À partir de là, en dehors du fait qu'évidemment un trouble sexuel doit être évalué sur le plan médical, etc., et que moi j'ai plutôt une approche évidemment psychothérapeutique puisque je suis psychologue, donc, mais toute l'évaluation médicale doit être faite. À partir du moment où on a aussi ce cadre des valeurs, et qu'on l'a aussi intégré en tant que professionnel, mais vraiment intégré. Là, on pourra parler justement de la question du respect, hein, puisque ça a été, les dernières affaires ont été tout autour de cette question du respect de l'autre. Euh, Effectivement, l'hypnose arrive là, finalement, comme une possibilité à travers les états de conscience de travailler ces zones. Par exemple, prenons la question de la sécurité. La sécurité, c'est la sécurité euh, euh, physique vis-à-vis de l'autre, c'est la sécurité affective, c'est la sécurité euh, émotionnelle. Et on s'aperçoit que cette insécurité, elle est souvent euh, à la base des problèmes de consentement ou de non-consentement, et on y reviendra tout à l'heure, puisque cette notion de non-consentement, on la met assez rarement en parallèle avec le consentement, mais elle est fondamentale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait du non-consentement? C'est-à-dire quand quelqu'un ne consent pas ou ne consent plus. Par exemple, dans un cadre très très pratique, quand quelqu'un, dans un couple, l'un ou l'autre, ne souhaite plus avoir de relations sexuelles et l'exprime. Alors l'exprime soit directement, soit par un symptôme. Donc c'est une forme de non-consentement. Mm. Donc cette histoire du refus, qu'est-ce qu'on en fait en hypnose? Qu'est-ce qu'on en fait en psychothérapie en général? Mais qu'est-ce qu'on en fait en hypnose? Et je pense que la première des choses, en ce qui me concerne, c'est d'abord de respecter le non-consentement. Nous ne sommes pas là pour induire du consentement ou reconstruire du consentement. Hein, on est là, évidemment, pour accueillir le patient, mais aussi pour lui permettre d'avancer sur son refus. Si tu permets une question difficile parce que générique, mais du coup, je saute sur ton exemple. Si une personne vient te voir dans une démarche de couple, les deux sont là. Si une personne vient te voir parce que l'un des deux a un trouble du désir et que dans ton diagnostic de psychologue, sexologue, assez rapidement, tu fais l'hypothèse argumentée que, il y a effectivement probablement cette question du consentement par rapport à l'acte sexuel. Comment finalement tu abordes ça? C'est-à-dire, tu as d'un côté ton expertise en tant que professionnel, donc qui te permet d'avoir un regard sur ce qui est présenté, et puis authentiquement, j'allais dire les choses comme ça, c'est-à-dire, on peut dire aussi dans certains cas, consciemment en tout cas, pour les données conscientes, le coup vient te voir parce que l'un des deux a un trouble de désir. Et la demande, c'est aidez-moi avec l'hypnose par rapport à l'un ou l'autre qui a ce trouble du désir et qui fait que notre sexualité à tous les deux ne va pas bien.
comment du coup tu vas gérer cette notion de non-consentement, en tout cas l'hypothèse du non-consentement que tu fais par rapport à ton expertise, alors que quelque chose n'est pas encore, sinon formulé, en tout cas consciemment perçu. Oui, et où Mm, moi je le perçois et où mm, les personnes sont totalement, pour le moment, ignorantes, enfin en tout cas dans un premier temps, mm. de cette notion. Eh bien, je leur parle de consentement. Je leur Ok. parle de consentement, tout simplement. Mm, Hein. Et je les engage dans l'entretien du couple à exprimer ce qu'ils pensent l'un et l'autre de ce refus, déjà dans un premier temps. Je pense que la question du refus, du non, j'avais écrit un article d'ailleurs là-dessus sur le non, est fondamentale parce que si on ne passe pas par cette étape et d'acceptation du refus d'une certaine façon et aussi d'essayer de comprendre ce que veut dire ce refus, euh, la question du consentement, bon, enfin, elle n'a pas de sens. Donc, il y a déjà cette première étape. Dans ce cadre-là, évidemment, mm, évident. Voilà, donc c'est pour ça que le non-consentement, pour moi, est aussi précieux que le consentement. Alors, ce qui est mm, intéressant, Joël, c'est que tu nous montres dans ce que tu nous dis que tu as complètement associé le mot consentement à la sémiologie. Il est Absolument. rentré dans la sémiologie clinique. Donc, il fait partie du dialogue et de l'échange. C'est-à-dire que ça fait partie surtout de ma grille de lecture, C'est ça. de ce que je vais éventuellement dans cette évaluation qui est absolument nécessaire, parce que sinon on fait n'importe quoi ou on fait de la relaxation comme ça tranquille, mais c'est pas, pour moi, c'est pas thérapeutique. Ce qui est thérapeutique, c'est de savoir ce qu'on fait quand même, hein, et de savoir où on va, en particulier par rapport aux troubles sexuels. Donc toute la question évidemment de l'évaluation, elle est importante. Mais dans l'évaluation, j'intègre cette notion des droits humains maintenant. J'ai évolué, hein, ça fait une dizaine d'années que je travaille sur cette question, un peu plus de 10 ans maintenant. C'était pas le cas au tout début de ma carrière. Enfin, c'était peut-être un peu, je dirais, en filigrane, mais maintenant c'est très conscientisé. Et Alors, c'est c'est intéressant parce que ce que tu nous dis nous montre un versant très différent de celui de Christine, qui évoque avec le mot consentement quelque chose qui peut devenir parfois dérangeant parce qu'on ne va pas attribuer le même sens au mot consentement, qu'on soit patient ou thérapeute. Et quand un thérapeute donne un dossier dans lequel on va marquer je signe un consentement, ça s'appelle plutôt un contrat. Et donc là, on rentre dans un autre sujet. On reparlera en fin de journée dans la table ronde avec Gérard Sterman dans le monde des addictions. Je l'ai introduit ce mot en fait, suite à mon travail, hein, ça m'a amené à l'introduire dans l'addiction. Et je parle avec les patients de consentement, ce qui a complètement changé le rapport au mot d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez toutes les deux de cette notion de consentement et de contrat? Christine? Est-ce que c'est thérapeutique ou pas? Voilà. Alors, moi, j'ai introduit le sujet du consentement éclairé pour dire comment il était venu perturber la relation euh, patient-praticien, et puis aussi pour m'interroger personnellement sur la question du consentement dans ma pratique de sage-femme et comment il venait éclairer cette pratique à différents niveaux. Parce que je vais avoir une pratique de suivi gynécologique où là, effectivement, la notion de sécurité va être centrale parce que la femme va se mettre à nu au sens propre et au sens figuré avec des examens de suivi gynécologique qui sont très intrusifs et qu'à ce moment-là, la question du consentement, elle est très spécifique en ce sens qu'il n'est jamais acquis. Et c'est pour ça que je rebondis sur cette histoire du consentement éclairé qu'on signerait, parce que s'il n'est jamais acquis, ce consentement, signer un papier n'a pas de valeur. Et que il n'est pas acquis parce qu'il doit être demandé à chaque consultation, même si on connaît à la patiente, voire même au décours d'une même consultation, je vais redemander à la femme plusieurs fois son consentement pour les différents examens que je vais faire. Et, euh, et ça, c'est vraiment une notion importante euh, parce que on va avoir un positionnement, euh, nous, en tant que praticiens, très différent dans le recueil du consentement, de remettre à chaque fois les choses
en perspective avec la femme. Et effectivement, on pourrait dire que bah, introduire un spéculum finalement ou faire un toucher vaginal, bah, c'est un peu la même chose. Et puis si la patiente m'a dit oui une fois, pourquoi ce oui n'est pas ce oui est un acquis? Ben non, ce oui n'est pas un acquis. Et du coup, ça change complètement la relation et ça apporte beaucoup de sécurité. Déjà, on voit les femmes réagissent en disant, ah ben on me l'a jamais demandé. On m'a jamais demandé. Et en fait, non, parce que beaucoup de praticiens vont confondre, prévenir et demander le consentement. Dire je vais vous examiner, c'est complètement différent de demander à la femme l'autorisation. Puis-je vous examiner? Mm. Donc voilà comment je Mm. peut-être répondrai à cette question. Pascal, je ne sais pas si... Oui, c'est très clair, c'est très clair. Et alors donc je reviens dessus. Donc là, Joël, quand tu entends ce que nous dit Christine, toi, tu utilises cette notion de consentement avec autre chose également. Bien sûr. Alors, moi, je mettrais en parallèle la question du consentement et la question de la liberté. Et la question du risque aussi. Parce que quand on fait travailler, dire ça comme ça, les personnes qui viennent nous consulter sur leur sexualité, on prend un risque. On prend un risque qu'ils prennent d'une certaine façon conscience que c'est leur consentement qui est en cause dans leurs difficultés. C'est un vrai risque. C'est Mm. un risque pour le couple, c'est un risque pour eux. Voilà. Bon, moi, je pense qu'il faut prendre des risques. Donc, voilà. Mais, et c'est important aussi, et cette ouverture du champ de conscience qui est évidemment aussi un des éléments hypnotiques, à la fois dans l'hypnose, je dirais, de communication courante, mais aussi dans l'hypnose qu'on peut faire très ciblée et très orientée sur une difficulté précise, avec un cadre très précis, eh bien, c'est vrai que cet espace, enfin, pour moi, l'hypnose, parce que je voudrais bien revenir quand même sur la pratique de l'hypnose, c'est c'est un champ de liberté qui s'ouvre à l'intérieur du patient, à son rythme, de la façon dont il va pouvoir le faire ou pas. Enfin, ça, évidemment, il n'y a pas de cadre particulier pour ça, mais il n'empêche que c'est quand même dans cet esprit-là. Donc, cette prise de conscience, on va dire ça comme ça, et le risque que prend le thérapeute à aborder ces questions du consentement et de la liberté, euh, il faut pouvoir l'assumer. Mais je pense que ça fait partie aussi du processus thérapeutique. D'accord. Alors donc, pour faire le lien avec ce qu'on va dire après, puisqu'on va parler hypnose et vous allez nous dire comment vous en servez toutes les deux concrètement, Oui. qu'est-ce qui dans la relation, en particulier hypnotique, euh, permet d'aller vers la notion de consentement? Qu'est-ce qui nous permet de prendre le risque de l'aborder? Qu'est-ce qui construit dans le lien suffisamment de sécurité pour pouvoir le faire? Christine, tu veux répondre? Mais, Alors, je réfléchissais parce que tu as dit, j'aimerais revenir sur le cadre de l'hypnose. Et en fait, c'est vrai que moi, j'avais pensé cette intervention. Je vais avoir deux pratiques, en fait. Et en fait, je vais avoir une pratique d'hypnose médicale et clinique qui va être très, très différente de la pratique de l'hypnose thérapeutique quand je vais recevoir des femmes Mm. qui ont des problématiques de troubles sexuels. euh, ou des problématiques de stress post-traumatique, etc. Donc, afin de compléter l'intervention de Joël, je vais rester sur le cadre, sur le cadre de l'hypnose médicale, si cela vous va. Euh, En fait, quand je vais pratiquer l'hypnose médicale et clinique, quand je vais utiliser l'hypnose dans ma pratique de sage-femme, par exemple pour la pose d'un dispositif intra-utérin, euh, pour compléter une intervention, enfin un travail que je fais en hypnose thérapeutique avec l'usage de l'acupuncture dans les troubles sexuels, par exemple, je vais poser un acte qui peut être perçu comme une effraction si je n'ai pas préparé cet usage de l'hypnose très en amont. Et je me suis rendu compte en réfléchissant à cette intervention qu'en fait, Excuse-moi, Christine, juste si tu pouvais avoir, au moins pour moi, un petit élément d'explicitation là par rapport à la phrase. C'est-à-dire ce besoin justement de devoir préparer très en amont par rapport à la pratique de l'hypnose.
Ouais, oui, oui. Mm. Par Mm. exemple, quand je vais poser un dispositif intra-utérin, je vais proposer à la patiente, si elle le souhaite, d'accompagner le geste par de l'hypnose pour le rendre plus confortable. Mais je vais lui proposer une semaine, 15 jours avant, je lui demande d'y réfléchir et je recueille son consentement après ce délai de réflexion. Parce qu'il y a autour de l'hypnose, du geste qui est très intrusif, euh, beaucoup d'images, beaucoup d'anxiété. Les femmes, elles me disent, je suis rassurée de faire de l'hypnose avec vous parce que vous êtes une femme. Mais néanmoins, il y a une forme d'abandon qui peut être perçue. À ce moment-là, à dans la durée du geste technique. Donc, je souhaite vraiment que la patiente y réfléchisse en amont. Une autre illustration, par exemple, j'accompagnais une femme qui souffrait de vaginisme. Et puis, je sais en acupuncture, il y a un point qui se situe, une zone très particulière qui se situe entre l'entrée du vagin et l'anus, qui est sur la petite plage là, qui est le premier point du méridien conception, qui a un intérêt pour accompagner les troubles sexuels de ce type. Il est bien évident que ce point est très particulier. Ça va demander à la femme aussi de se mettre à nu et de combiner ça à une séance d'hypnose où elle peut avoir l'appréhension de ne pas tout contrôler. Donc, ce sont des moments où je vais poser très, très en amont la demande de consentement. Ce qui ne sera pas le cas, par exemple, si j'interviens dans une situation d'urgence, quand j'intervenais dans des situations d'urgence à la maternité, où la femme va être à ce moment-là très, très dissociée et où je vais pratiquer l'hypnose sans demander le consentement, parce qu'à ce moment-là, mon objectif va être d'apporter du confort à cette patiente. Et là aussi, ça nous met en perspective dans la relation thérapeutique, l'intention, la question de l'intention et comment moi, par rapport à cette intention, je vais m'adapter aux différentes situations médicales et cliniques que je vais rencontrer. Et puis enfin, une dernière chose, Juste une petite chose, pardon, excuse-moi, ouais, par rapport à l'exemple que tu donnais, le premier, est-ce que par exemple, lorsque tu demandes, enfin lorsque tu proposes plutôt d'utiliser l'hypnose pour explorer cette petite plage, est-ce que tu donnes également toutes les informations que tu viens de donner sur la localisation oui, exacte, la oui, zone... oui, Ok, d'accord, oui, très bien. oui. Ok, Ouais, je leur merci. montre une Mm. planche anatomique, Ok, super. je leur explique que je comprends que c'est particulier, Mm. qu'elles ont le temps d'y réfléchir, que de toute façon c'est une proposition, c'est pas une Mm. obligation, mais qu'il y a cette possibilité. Merci, c'est clair pour moi. Mm. Et donc, je t'ai coupé dans le troisième Non, point que non, tu et voulais... puis le troisième point, je réfléchissais à la question du consentement. Quand j'ai une pratique de l'hypnose au cabinet, alors là, je dirais que c'est plus de l'hypnose thérapeutique. En fait, ce consentement, euh, alors je me disais, tiens, c'est marrant, finalement, Christine, quand une patiente prend rendez-vous pour faire de l'hypnose thérapeutique, puisqu'elle a pris rendez-vous en hypnose, pour toi, c'est implicite qu'elle consent. Je me suis dit, mais est-ce que tu recherches est-ce que tu redemandes le consentement? Et en fait, oui, je me suis rendu compte que c'était plus informel. C'était, je vous propose, si vous en êtes d'accord, qu'on s'installe pour la séance d'hypnose, ou ça pouvait être, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Puisqu'à ce moment-là, son besoin va être exprimé en tout premier lieu. Et puis enfin, dans cette première séance d'hypnose que je fais avec les patientes, je travaille avec un objet transitionnel et on va installer le lieu de sécurité. Et la patiente, dans ce travail, en plus de ce travail autour de la sécurité, va aussi avoir une proposition de changement euh, auquel elle va consentir ou ne pas consentir. Merci. Euh, voilà c'est ce que Merci. j'avais à dire. Joël, est-ce que ça te... Oui, oui, parce que moi, ça me fait rebondir aussi sur la question sociétale, c'est-à-dire sur nos jeunes patientes qui viennent aujourd'hui, qui sont souvent très, très informées et qui sont parfois même très engagées aujourd'hui, hein. Donc,
elles ont souvent déjà... alors, il y a deux modèles. Il y a celles qui ont réfléchi à la question du consentement déjà, et je vous donnerai un exemple concret après. Et puis, il y a celles, au contraire, qui n'ont absolument pas notion que le consentement est très important dans leur santé globale, dans leur santé sexuelle en particulier, et dans le bien-être que la santé sexuelle peut leur apporter. Donc, je vais rebondir sur un exemple clinique, donc d'une jeune femme de 25 ans qui vient me voir et elle, très engagée, et qui m'a fait un cadeau lors d'une des premières consultations. C'était pas la première, mais une fois que l'alliance thérapeutique s'est installée, etc., au bout de trois consultations, elle m'a dit, je soigne mon consentement. Je le soigne et j'y fais très attention comme quelque chose de précieux. Alors vous allez me dire, c'était un cadeau magnifique pour l'hypnose, ça, hein, forcément. Là, elle m'a apporté une... Évidemment, j'ai saisi l'occasion de travailler avec elle sur cette question. On a beaucoup élaboré sur qu'est-ce que c'est soigner son consentement, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, etc. Elle venait pour une histoire de désir qui était un peu abaissé, enfin, qui était surtout un peu labile, c'est-à-dire un désir qui pouvait être très variable et qui lui posait problème. Donc, voilà. Et c'est intéressant de voir aussi que la question sociétale et tout ce qui aujourd'hui, par la communication, par tout ce qui s'est fait, imprègne aussi les mentalités, fait que, eh bien, les patientes aussi changent leur façon d'aborder cette question du consentement, se l'approprient et puis peuvent aussi en faire quelque chose avant même que la consultation commence. Donc voilà. Donc ce côté très précieux que cette jeune femme m'a amené dans cette consultation lui a permis, en travaillant sur cette question-là, d'avancer et de se rendre compte de comment elle articulait son désir à son consentement, d'accepter aussi que de temps en temps, elle puisse être dans le non-consentement parce elle se culpabilisait beaucoup de ne, de ne pas consentir tout le temps. Donc, il y a aussi cette question de la culpabilité et des interdits hein, qui sont souvent très flottants autour du consentement. Et voilà, et donc, et ça a permis de rééquilibrer sa, 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 sa capacité à vivre sa sexualité de façon, je dirais, satisfaisante pour elle, avec ses propres critères et comme elle l'entendait avec son partenaire. Et alors, Ouais, tu évoques quelque chose là qui me parle. Tu nous dis consentement, mais je suis en train de me dire, je consens avec moi et je consens avec l'autre. Dans la Oui. sexualité, il y a vraiment, je consens avec moi à faire ou à ne pas faire et je consens à ce que l'autre fasse. Est-ce que pour toi, le mot autoriser et s'autoriser correspond vraiment à ce qu'on est en train de dire? Alors, l'autorisation dans la consultation, elle vient souvent dans une relation, je dirais presque, alors je vais peut-être être un peu psychanalytique, mais presque parentale. Hein. Les patientes ou les patients, parce que moi je vois beaucoup d'hommes, donc il y a la question du consentement dans la sexualité masculine, elle est aussi tout à fait intéressante. Hein. C'est effectivement la question d'autorisation, elle est fondamentale parce que souvent les patients viennent avec cette demande d'autorisation. Alors ça dépend un peu de leur maturité, de comment ils se positionnent aussi dans le processus thérapeutique. Mais l'autorisation peut être un moteur. Ils viennent chercher cette autorisation sur différents plans. Donc c'est vrai que c'est un plan important. Est-ce que, Mais pardon, c'est s'autoriser à être aussi avec l'autre et demander l'autorisation. Et alors, on peut aussi pointer ça hein, quand on est évidemment dans les patients qui sont dans l'autre. Bah, vous me demandez une autorisation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, bien sûr. Hein, mais là, on est vraiment dans un processus relationnel qui peut être enfin, très transférentiel, on va dire. euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? tu as parlé d'alliance thérapeutique. Hmm. Qu'est-ce que tu donnes comme place dans ce qu'on est en train de dire à l'alliance thérapeutique? Ah bah pour moi, c'est une place fondamentale. Hein. J'ai beaucoup travaillé sur les groupes Balint. Donc, effectivement, les contre-attitudes que nous pouvons avoir, y compris dans les séances d'hypnose ou enfin quand on pratique l'hypnose, sont fondamentales dans le processus thérapeutique. C'est même, à mon avis, un des moteurs.
hein, c'est un des moteurs. Pas le seul, mais c'est un des moteurs. Donc voilà, et quand on aborde la question de la sexualité, c'est très sensible, forcément, parce qu'on est dans une relation où on parle d'intimité et on renvoie quelque chose, soit de notre propre, de nos propres contre-attitudes. C'est inévitable. Donc il faut faire avec ça. Donc la neutralité n'existe pas. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens d'être neutre. Sauf qu'on doit évidemment faire très très attention à ce qu'on projette. Ça, c'est un autre travail. Mais on est soi-même dans une relation et dans une relation qui touche l'intimité. Ça, c'est le cadre même de la sexothérapie. Mais l'hypnose, évidemment, je dirais, fait que c'est toute cette autorisation qu'on se donne aussi dans la pratique de l'hypnose, c'est-à-dire de pouvoir parler peut-être plus librement et d'accueillir la parole plus librement aussi, fait que l'alliance thérapeutique est fondamentale. Peut-être de vous poser une question difficile à l'une et l'autre dans la lignée de ce que tu viens de dire, Joël. Évidemment, c'est dans vos deux modalités d'exercice que c'est intéressant. Là, tu viens finalement de donner une place importante. Alors, d'abord, il y a 3 minutes au consentement des hommes, et merci parce que je le dis d'autant plus volontiers que dans les échos qu'on a eus de cette journée, c'est intéressant les retours que l'on a eus sur le choix du thème, sur le choix des intervenants, etc. Mais j'ai été frappé par le fait qu'effectivement, tout était rapporté à la femme et au féminin. La question du consentement n'était que la question, qu'une question en fait de la femme placée dans différents contextes, etc., etc. Donc, bon, ça c'était il y a 3 minutes, mais merci en tout cas de l'avoir resitué. Mais là, tu viens d'amener là, une notion qui est importante, qui est finalement la position de la thérapeute, en l'occurrence, l'une et l'autre. Finalement, de votre côté, est-ce qu'il y a aussi un besoin ou est-ce qu'il y a une façon de consentir à ce que vous allez faire, c'est-à-dire de consentir à l'hypnose? Comment cette question du consentement adressée à vous-même peut se poser lorsque vous envisagez l'hypnose, évidemment avec cette particularité que vous avez l'une et l'autre dans votre exercice, qui est que si chaque histoire peut ramener à l'intime, particulièrement vos deux exercices cliniques ont à voir avec la question de l'intime et puis flirtent très rapidement avec la question de l'intrusion. Et c'est vraiment l'une des spécificités, pas la seule bien sûr, mais c'est l'une des spécificités du champ que vous occupez l'une et l'autre. Et donc on peut penser peut-être naïvement qu'effectivement, à la suite de ce que tu disais, la question du consentement peut aussi se poser pour le thérapeute par rapport à lui-même, c'est-à-dire à quelles conditions, dans quel cadre, ou en tout cas comment il se pose à lui-même la question du consentement à faire de l'hypnose avec là où les personnes qui est en face, avec cette dimension de l'intime et parfois de l'intrusif qui peut aussi être présent, et j'allais dire peut-être présent plus rapidement dans vos pratiques que dans d'autres pratiques. Pour cette question difficile, je ne sais pas laquelle des deux souhaite Euh, commencer, mais Euh, ouais. oui, bah, Là, à nouveau, je vais proposer les deux perspectives dans ma pratique. Effectivement, c'était le troisième volet auquel j'avais réfléchi. Comment dans mes consultations de sage-femme et d'hypnothérapeute, dois-je consentir et comment en fait et pourquoi c'est poser la question de mon consentement et je me suis dit, mais il y a des fois où les femmes, elles recueillent quand la femme va recueillir mon consentement, elles vont parler de leur consentement et en attendant aussi que je consente quelque part à ce que j'entends. Il y a des fois où non. Par exemple, je pensais aux pratiques sexuelles. Les consultations de sage-femme, de gynécologie de sage-femme, sont vraiment des espaces où les femmes vont énormément parler. Euh, Même quand on recueille les antécédents, on se rend compte du nombre d'abus sexuels. Enfin, moi, enfin, je suis toujours très, enfin, attristée hein, par tous ces vécus que les femmes rapportent au décours de leur consultation ou sur leur pratique sexuelle, des demandes par exemple. Je me souviens d'une patiente qui me parlait de ses pratiques sexuelles parce que je leur pose toujours, même si elles viennent en suivi gynécologique, je leur pose des questions autour de leur sexualité. Euh, comment se passe leur sexualité, si elles ont des questions spécifiques, si elles souhaitent en parler. C'est un espace en tout cas où elles peuvent. Et je me souviens de cette patiente en fait où qui il y avait une pratique de sodomie dans le couple et en fait elle ne consentait pas mais elle demandait un consentement. C'était cette ambivalence où est-ce qu'une pratique
contrainte, une contrainte supplémentaire, mais en même temps, jusqu'où je dois consentir quand ça vient vraiment heurter mes valeurs ou quand je sens que ça met la femme en danger. La question du devoir, de comment gérer ça en tant que praticienne. Oui. Et puis par rapport à ce que Joël disait, on en parlait. J'ai eu cette semaine une jeune femme que je suis qui a été victime d'un viol euh, et qui vient me voir en acupuncture, donc avec qui je ne pratique pas l'hypnose en tant que telle, mais où ma consultation est quand même beaucoup euh, parsemée d'hypnose conversationnelle ou de communication hypnotique. Et en fait, la question de cette femme, c'était, voilà, la période du Ramadan arrive, pendant le Ramadan, je dois pardonner. Mais est-ce que je suis obligée de pardonner à cet homme qui m'a violée, violentée, et je suis en colère. Et finalement, quand cette femme me racontait ça, j'ai une énorme colère qui est montée en moi. Je suis devenue très rouge, en fait. Je sentais que je devenais rouge. Et en fait, est-ce que je consens à ce moment-là exprimer ce que je ressens? Finalement, à cette femme, est-ce que je neutralise ce que je ressens ou alors est-ce que je consens à exprimer? Et mon choix était de lui exprimer, de lui dire, bah, écoutez, j'entends ce que vous me dites. En même temps, je lui dis, vous voyez que je suis très rouge. Et c'était les fameuses contre-attitudes dont parlait Joël. Vous voyez que je suis très rouge et en fait, je suis en colère. Et vous n'êtes pas obligé de pardonner. Donc, c'est ça aussi. Enfin, pour moi, c'était ces questions-là qui venaient au cœur du consentement du praticien. Je Alors sais Je- c'est pas si intéressant, là, c'est D'accord. intéressant parce qu'on est en train de s'approcher de quelque chose de beaucoup plus compliqué, de beaucoup plus sensible. Euh, Moi, j'ai envie de dire, à ce niveau de la discussion, l'une comme l'autre, est-ce que là, on vient de voir la difficulté qu'on peut avoir à entendre des choses, à les ressentir, à avoir nos contre-attitudes qui ont tendance à s'exprimer. Finalement, est-ce que c'est un rapport avec la pratique de l'hypnose? On pourrait se dire que non, et pourtant on est influencé là, par notre ressenti. Donc l'influence, elle n'existe pas que chez le patient. Comment toutes les deux, vous pouvez vous positionner par rapport à ça? Et est-ce que justement l'hypnose peut nous aider? Alors, la connaissance de l'hypnose peut nous aider parce qu'il y a aussi des patients qui essayent de nous hypnotiser. Donc, et en particulier, je pense par exemple dans ma pratique, ces patients, là je parlerai peut-être plutôt des hommes, mais qui viennent avec, en étalant leur vie sexuelle, mais de façon extrêmement brute et extrêmement presque violente. Bon, alors on pourrait y mettre des mots derrière, hein, évidemment des analyses psychopathologiques derrière, mais c'est intéressant aussi de faire attention à son propre consentement, jusqu'où on peut entendre et jusqu'où la façon dont les choses sont exprimées nous bouscule ou ne nous bouscule pas d'ailleurs, hein, mais je crois que on est aussi face à ce type de patient de temps en temps. Donc, c'est aussi important de faire attention à son propre, c'est ce que disait enfin, Antoine, je pense que c'était un peu ce que tu voulais dire. Mm. C'est à son propre consentement et à connaître aussi ses propres limites par rapport à ça et de savoir aussi cadrer cette question. Donc là, on est plus du côté de ce qu'on appelait avant la perversion, c'est-à-dire évidemment ce côté comme ça un peu exhibitionniste. Et dans la sexualité, enfin dans les troubles de la sexualité, on peut être parfois confronté à ce type de patient. Alors ça, c'est un point. Et pour revenir sur la question des hommes, il y aurait un gros travail de réflexion à faire sur impuissance et consentement. C'est-à-dire trouble de l'érection et consentement, et ou non consentement. Alors bon, effectivement, on parle beaucoup des femmes dans la question du Mm. consentement, mais je pense qu'il y a des troubles de l'érection non physiologiques, évidemment, quand les bilans ont été faits, etc., etc. Je pense en particulier à un patient
qui est un trouble de l'érection important depuis très très longtemps, après une longue analyse, enfin bon, tout un travail personnel, etc. Et qui a vraiment des difficultés, alors que ses érections matinales sont là, ses érections par masturbation sont là, enfin bon, physiologiquement ça fonctionne bien, il a fait tous les bilans qu'on pouvait imaginer, et qui a une vraie difficulté érectile avec sa femme. Et dans un cas comme celui-là, on peut se poser la question de son consentement profond. Alors, consentement conscient, consentement inconscient, on pourrait aussi se poser cette question-là, hein, dans une relation de soumission, où il est finalement très soumis à une autorité très forte de son épouse, qui fait que bah, il est dans un processus d'impuissance qu'elle lui reproche en permanence. Donc voilà. Donc c'est pour dire que le consentement peut aussi être mis vraiment en miroir des difficultés sexuelles, je dirais sans parler forcément d'agression ou de viol. Mm. D'accord. Donc on pourrait dire pour faire sourire qu'il est dans la toute-puissance de l'impuissance, là, c'est ça. On est d'accord? D'une certaine façon. Mais bon, ce serait intéressant. On peut mettre aussi la question du consentement en miroir avec l'éjaculation précoce, par exemple, hein. C'est, qu'est-ce que dans l'éjaculation précoce, quelle est je dirais, la dimension du non-consentement qui, pour certains, s'exprime de cette façon-là. Mm. Vous voyez, c'est extrêmement, ça peut aussi servir de grille de lecture, le consentement. C'est ça qui est intéressant. Pour l'une et l'autre, dans Oui, votre... Vas-y, ah, Christine. oui, oui, en fait, j'écoutais Joël et avec effectivement, ça peut servir de grille de lecture et ça m'est revenu une situation aussi où en fait, des fois, le consentement, il est recueilli, la femme vient travailler le consentement à distance. C'est-à-dire que j'ai en tête la rencontre avec une femme qui avait pratiqué une interruption volontaire de grossesse 4 ans avant de venir me voir pour une consultation d'hypnose sur la recommandation de la sage-femme qui la suivait en gynécologie. Et en fait, quand cette femme racontait, c'était une femme vraiment qui analysait bien la situation, qui raisonnait, qui argumentait du choix de faire l'IVG à ce moment-là de sa vie, mais qui quelque part me disait aussi en même temps, finalement aussi tout le monde me disait que c'était pas raisonnable de garder cet enfant. Et il y avait quelque chose de l'ordre du non-consentement, c'est-à-dire qu'elle avait fait quelque chose, mais que c'était pas du tout, c'était pas consenti, même si elle avait choisi. Et finalement, ce qu'on a retravaillé à distance, c'était la question du consentement de cette interruption volontaire de grossesse qu'elle avait faite 4 ans auparavant et qui faisait que sa vie s'était arrêtée. Donc finalement, on a pu retravailler ça à distance pour qu'elle puisse avancer à nouveau. Mm. Et dans la question de la santé sexuelle plus procréative, je vais continuer avec les hommes. La dimension de l'anéjaculation, c'est-à-dire ces hommes qui n'arrivent pas à éjaculer sans que ce soit aussi physiologique, évidemment, tout ça est éliminé. Et là aussi, on peut quand même se poser la question du consentement par rapport à la procréation, qui peut prendre cette forme d'anéjaculation. Donc voilà, donc il y a tout un travail qui commence seulement, hein, qui débute, qui peut vraiment se faire à l'aune de cette lecture-là. Et là, moi, je serais plutôt du côté de, effectivement, la question du consentement. Alors, pour le coup, là, non pas éclairé, mais plutôt sombre et plutôt un peu enfermé, le non-consentement qui serait très inconscient. Donc, consentement Ce qu'on et va inconscient, voilà, il y a beaucoup de choses à dire. ce qu'on retrouve hein, dans les problématiques d'infertilité chez les femmes, où
qui vont être identifiées comme infertilité psychogène, parce qu'il n'y a pas de raison physiologique, il n'y a pas de raison anatomique à cette infertilité. Et lorsqu'on les rencontre en consultation, euh, par exemple, elles viennent beaucoup en acupuncture pour être supportées pour leur traitement. Euh, Finalement, quand on pousse un petit peu l'entretien, on se rend compte qu'il y a aussi des enjeux de non-consentement, de ressembler à sa mère, de réendosser un rôle maternel qu'elle associe pour elle à un certain nombre de traumatismes. Donc effectivement, elle est très prégnante, cette question du consentement, et elle est multidirectionnelle en fait, Si je prenais je par trouve. exemple une situation clinique qui pourrait arriver à l'une ou l'autre, qui serait en couple ou une femme seule qui vient vous voir en disant, bon, physiologiquement, j'ai fait tous les tests possibles, on n'arrive pas à avoir d'enfant, voilà, c'est ni mon compagnon ni moi, physiologiquement, etc. Et je viens vous voir pour de l'hypnose, pour que vous m'aidiez à tomber enceinte. Voilà, avec l'hypnose, par exemple. Oh, Vraiment, il y a une tomber, demande tomber, d'hypnose. quel vilain mot, tomber ensemble. Mais on peut retomber en enfance, il y a plein de façons de tomber de façon absolument On peut élégante. tomber du ciel, Et tomber, on peut tomber, j'ai absolument Higelin en tête. Et donc, du coup, il y a plein tomber de du façons de ciel, tomber, comme dans la chanson. absolument. Et donc, du coup, devenir enceinte ou voilà, Ouais. que la grossesse arrive, survienne. Mais vraiment, il y a une demande explicite, en fait, et d'hypnose par rapport à ça. Et précisément dans l'expertise de l'une et l'autre, il y a quelque chose de l'ordre de ce que vous êtes en train d'exprimer. C'est-à-dire, dans vos expertises professionnelles, vous dites, là, il y aurait quand même des choses il y aurait quand même des choses à travailler. Malgré tout, la demande, elle est pressante. La demande, elle est vraiment très identifiée par rapport à l'hypnose. Et finalement, est-ce qu'il arrive parfois que du coup, vous alliez sur l'hypnose et pour quelle raison ou de quelle façon, parce que finalement c'est la demande pressante, est-ce que du coup vous allez retenir l'hypnose par rapport à ça? Donc comment vous articulez encore une fois la dimension, j'allais dire non consciente de cette notion de consentement, l'expertise professionnelle, la demande d'hypnose, et est-ce qu'il y a des fois où bah, finalement vous y allez quand même Bien parce que sûr. la personne le souhaite, vous le demande, alors Mmh. même que vous le sentez pas pour des choses comme ça. Oui, alors, je sais pas si on ne sent pas, mais en tout cas, moi, ce que j'aime bien dans ce cas-là, c'est faire confiance au corps. Ok. C'est-à-dire travailler sur le corps. Et donc, effectivement, il y a toute une façon d'aborder en hypnose dans la sexualité ou dans la procréation le corps, c'est-à-dire toute la prise de conscience de la zone génitale, etc. Enfin, tout ce qu'on peut faire métaphoriquement aussi, évidemment, hein, les métaphores peuvent être très, très intéressantes, hein, mais vraiment partir de la sensation et ce rapport au corps que cette femme, voilà, ne pas trop intellectualiser, ne pas partir justement, même si on pressent qu'effectivement il y a quelque chose d'un refus profond, inconscient, etc., et qu'on le détecte même, parce que c'est aussi notre rôle de clinicien de détecter des choses que les patients eux-mêmes ne Mm. détectent pas, hein, c'est forcément. Repartir du corps, c'est vraiment souvent intéressant parce que le corps maison, le corps protecteur, le corps qui peut aussi créer, le corps qui vit, etc. C'est, par rapport à la grossesse, évidemment, c'est très intéressant. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'aborderai les choses. Une question piège du coup qui me vient avant de Euh, passer la question à Val, ah, juste avant. Est-ce que par exemple, Joël, un signaling, c'est-à-dire une réponse du corps, suffit pour toi pour définir le consentement ou pour dire que la personne est... Tu poses une question. Est-ce que vous êtes disposé là pour commencer la séance avec moi, votre corps, etc. Tu as après l'induction. Et puis tu demandes l'autorisation d'aller dans une séance que tu sais être une séance qui va être bon, un peu intrusive ou compliquée, ou etc. Est-ce que la réponse du corps, le signaling, pour toi, est un signe suffisant de consentement ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont intervenir? Moi, je suis enfin, comme nous tous, hein, quand on fait de l'hypnose, on observe le corps de l'autre. Donc, tous les signes qui sont visibles, enfin, qu'on Hmm. peut repérer, nous aident
repérer aussi la question du consentement chez le patient, ou d'ailleurs parfois enfin, de ce qu'on appelait avant la résistance, c'est-à-dire le fait que voilà, des choses qui se passent pas comme on l'imaginait en tout cas. Donc voilà, c'est toujours, enfin moi je présente toujours l'hypnose comme une expérience personnelle. Et où il n'y a pas de cadre particulier à l'avance, enfin, il n'y a pas de choses à faire à l'avance, il n'y a pas de... Mhm. Chacun le vit à sa façon, peut l'exprimer ensuite à sa façon, et voilà, et nous, enfin moi, en tant que thérapeute, j'accueille et souvent, d'ailleurs, les bons élèves, parce qu'on a des bons élèves parmi nos patients qui sont très scolaires et qui pensent qu'il faut faire comme on leur dit de faire. Et souvent, bah, finalement, moi, enfin, ça m'arrive très souvent de leur dire, bah, vous n'avez pas du tout été dans le sens de ce que je vous ai dit, mais ça n'a absolument aucune importance. Et c'est justement ça, votre espace de liberté. En fait, je retourne le truc en leur disant, mais vous êtes libre et vous m'avez pas suivi, ben, tant mieux, vous êtes libre, vous avez fait comme vous avez, vous, ressenti les choses et c'est très bien comme ça. Donc, voilà, donc c'est pour ça que la question de la liberté, elle est centrale dans l'hypnose. Alors, je vais vous interpeller toutes les deux pour terminer avec un peu une synthèse que j'ai entendue et quelque chose qui est assez compliqué. Quand on parle tout à l'heure, Joël, tu as dit on ne doit pas chercher à faire accepter le consentement. Tu as dit ça. On ne doit pas construire par obligation l'accord au consentement. Alors, je reprends ce qu'on a entendu. Une personne vient nous voir, explique comme Antoine n'arrive pas à avoir d'enfant, on va aller plus loin dans les explications et puis on se rend compte qu'il y a peut-être un non-consentement à enfanter. Mhm. L'hypnose, beaucoup de personnes l'entendent comme un outil qui va conduire au changement. Oui. Beaucoup de patients. Et on sait qu'on a beaucoup de patients qui ne viennent pas pour changer, mais qui viennent pour moins souffrir dans leur position. Mhm. Donc ma question à toutes les deux, c'est, on est en train de parler de consentement ou de non-consentement. On l'entend, on va utiliser l'hypnose. À quel moment on va pouvoir dire au patient, vous avez le droit de ne pas consentir, vous avez le droit de ne pas changer, mais est-ce que ça ne vous fait pas souffrir et comment l'hypnose peut répondre à ça? Voilà, c'est un peu les deux questions à toutes les deux pour terminer cette session. Dans les 5 dernières minutes pour plagier la vieille série. Euh, je suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Euh, On Du moment revient à qu'on comprend bien ta moi, réponse, tout va moi bien. en fait, je dis que tout est possible. Que en fait, je vais saupoudrer pendant les séances d'hypnose. Euh, ça me renvoie au fait que parfois je me souviens d'une patiente. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à cette question, hein, mais en tout cas, c'est ce que ça m'a évoqué. Euh, une patiente à qui que je préparais à l'accouchement en hypnose et puis qui a eu une larme qui a coulé et donc j'ai ratifié cette larme. Et puis en fin de séance, on a toujours un temps d'échange avec la patiente et je lui ai demandé si elle avait été confortable, que j'avais vu une larme et que finalement la patiente, elle m'a dit oui, mais elle n'a pas consenti à me raconter ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas raconté ce qui s'était passé. Ce non-consentement, en fait, il peut être aussi de cet ordre, c'est-à-dire que on n'est pas obligé de tout savoir de ce qui se passe pendant la session et que parfois les patients, même si on leur demande si ça s'est bien passé, ne nous répondent pas. Et pour moi, ça marque le non-consentement, cette distance qu'il faut respecter. Par contre, l'explication, enfin, elle m'a parlé bien plus tard. Donc, c'est aussi ce temps aussi qu'il faut parfois au consentement pour émerger dans une relation, dans la relation thérapeutique. Et finalement, ce consentement qui est réfléchi et qui est exprimé et vécu à ce moment-là, il pourra peut-être aussi se rejouer plus tard dans d'autres situations. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Christine. On est et surtout dans le monde, enfin dans le domaine de la sexualité, on n'est pas obligé de tout savoir. Bien loin de là, d'ailleurs. Et c'est important de le dire aux patients qu'ils ont cette liberté de parole, jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils veulent aller. Enfin, il y a pas de... Voilà. Et puis, il y a un autre point que la question de Pascal me fait réfléchir, c'est le lien entre le droit, parce que tu as abordé la question du droit au consentement ou au non-consentement, et du devoir.
On a parlé tout à l'heure du devoir conjugal, mais le devoir en général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui viennent avec des devoirs qui ont été introjectés, hein, je reprends la notion de Ferenczi d'ailleurs, sans même qu'ils s'en rendent compte, d'ailleurs on est tous un peu pris par ça, et finalement ça conditionne nos vies, et en particulier notre vie sexuelle. Et l'hypnose peut permettre justement de se dégager de cette dimension-là et de finalement revenir à ce qui nous appartient vraiment. Alors, c'est tout un travail, hein, ça ne se fait pas en une fois, bien entendu. Mais ce qui nous appartient vraiment, ce qui n'appartient pas forcément à notre mère, à notre grand-mère, si on prend la chaîne générationnelle, ou à notre père, ou je ne sais pas à qui d'ailleurs, ou simplement à la société même, hein, parce que la société, elle est très, elle influence aussi beaucoup nos comportements et nos mentalités. Donc, d'essayer d'être au plus juste de soi-même. En fait, c'est un vrai travail de recherche, mais en même temps, si on a ce, ce projet-là pour le patient, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si... Eh ben, je trouve qu'on on dépasse cette question du droit et en particulier aussi du devoir. Il y a aussi la question, Si, ce qui me fait penser, dans le très non-consentement. rapidement alors. Oui, oui, très rapidement. C'est donner l'autorisation enfin, c'est le non-consentement, c'est aussi quand le patient ne reprend pas rendez-vous alors que vous pensiez aussi peut-être une séance supplémentaire aurait été pertinente mais l'expression de son non-consentement, c'est aussi le choix qui lui est offert de reprendre rendez-vous ou pas. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet échange absolument passionnant. On était vraiment ravis que vous commenciez cette journée avec nous. Et à toutes les deux. Mm. Euh,